Daniel Naon, qu'on peut bien sûr applaudir à double titre pour sa présentation et pour voilà, l'organisation de tout ce qu'on est en train de vivre ensemble, bien évidemment. Autre devinette, qu'est-ce que l'homme consomme à hauteur de 3 litres par jour en moyenne? 3 litres par jour et par homme. C'est un liquide un peu spécial, et ces 3 litres, c'est du pétrole. Pour bien comprendre qu'on est légèrement dépendant d'une ressource qui a la caractéristique d'être absolument extraordinaire. On fait tout avec du pétrole, on peut se déplacer, on fait de l'énergie, on fait de la chimie, on fait des engrais. Il y a 80 000 produits sur Terre qui contiennent aujourd'hui au moins une petite partie de pétrole. Alors on résume souvent le débat sur la transition énergétique à un duel entre éoliennes et nucléaire. On oublie que 85% de l'énergie qu'on consomme sur Terre, c'est de l'énergie fossile. Donc il va en falloir encore dans les décennies qui viennent. C'est pour ça que j'invite Jean-François Münster à venir me rejoindre. Jean-François Münster, ancien président de l'IFREMER et aujourd'hui directeur scientifique de Total. Nous allons explorer avec vous quel pétrole on peut trouver encore sous les océans aujourd'hui. Bonjour et merci pour cette introduction. Merci surtout aux organisateurs, à Daniel Naon tout particulièrement, de l'invitation. Je ne vais pas parler de la totalité du sujet du pétrole, mais de la problématique marine relative au pétrole. Et derrière cette problématique marine, tout de suite, je m'attends à ce que certains disent « Ah oui, il va parler du pétrole, puis il ne va pas parler des énergies renouvelables en mer. » Tout simplement parce que, d'une part, je travaille dans un groupe pétrolier et c'est pas qu'on ignore les énergies renouvelables. On est le numéro 2 mondial du photovoltaïque, le premier distributeur de biocarburants en Europe et la première compagnie à avoir mis sur le marché un biojet. Donc, c'est pas qu'on s'y intéresse pas, on travaille au niveau de la recherche sur les énergies renouvelables en mer, mais ce n'est pas le sujet prédominant. Il y a une autre raison à ça, qui est qu'aujourd'hui, en termes de flux d'énergie utilisés par l'homme, il y en a 500 fois plus qui viennent du pétrole offshore que des énergies renouvelables en mer. Ça veut dire que même si on souhaite réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut quand même regarder ce sujet, parce que c'est indispensable à l'économie mondiale. Et donc c'est de ça dont je vais vous parler, si j'arrive à faire tourner les slides. C'est moi qui dois le faire. Voilà. Je commence toujours, quand on parle d'énergie, à mettre les choses en perspective. On ne détourne pas les flux d'énergie de la planète sans raison. On les détermine pour des usages. Et quand on regarde les usages de l'énergie, ce dessin aide à comprendre un petit peu ce qui va se passer dans les années qui viennent. En abscisse, ce sont le PNB par habitant, corrigé de la parité de pouvoir d'achat et de l'inflation. Et en ordonnée, c'est la consommation d'énergie par habitant. Et chaque courbe est l'évolution temporelle de ces deux paramètres depuis les années 60 jusqu'à maintenant. J'ai juste effacé les 10 dernières années pour sauter de 2001 à 2009. Et ce qu'il faut regarder, ce n'est pas nos chères zones de pays riches, c'est le monde. En bas, là-bas. Il y a 3 paramètres clés pour l'usage d'énergie. Le premier, c'est le développement. Pour avoir un développement économique, c'est-à-dire une croissance sur cet axe-là, aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement que de consommer plus d'énergie. Jusqu'à certains niveaux d'activité économique où les activités se tiersarisent et dans un pays donné, on consomme moins d'énergie. Ceci dit, cette présentation masque le fait qu'une bonne partie de l'énergie que nous consommons, elle n'est pas dépensée chez nous, elle est dépensée ailleurs, dans l'industrie des pays émergents qui produisent les produits que nous achetons. Donc cette courbe masque le fait que nous continuons à augmenter notre consommation d'énergie. Mais par contre, le sujet, il est là. Ce n'est pas les quelques centaines de millions d'habitants qui comptent, c'est les milliards d'habitants du monde. Et cette courbe masque en outre le fait qu'il y a à peu près 2 milliards d'habitants là, qui n'utilisent que du bois pour cuire leur nourriture et du kérosène pour s'éclairer. Et donc la demande d'énergie pour les années à venir doit être regardée
à l'aune des besoins de ces populations et du développement économique de ces populations. Ce qui a été dit dans mon introduction, c'est aussi qu'aujourd'hui, on vit essentiellement à partir de ressources d'énergie primaire d'origine fossile. Pétrole, gaz, charbon, 80%. Bien sûr, l'utilisation du bois pour la biomasse compte beaucoup, l'utilisation de l'énergie nucléaire et l'utilisation de l'hydroélectricité compte. Par contre, les énergies renouvelables sont encore aujourd'hui toutes petites en termes de ressources d'énergie primaire. Et leur croissance, même si elle est extrêmement rapide, aux alentours de 30% par an, ne suffit pas à satisfaire la croissance de la demande d'énergie. On n'est pas encore en train de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. C'est un fait. Bien sûr, dans le futur, la croissance des énergies renouvelables s'accélérant exponentiellement va commencer à prendre une place significative et on s'attend dans les décennies qui viennent à ce que la part des énergies fossiles va diminuer. Reste que quel que soit le scénario, l'économie mondiale dépendra d'énergies fossiles dans les années à venir. Et s'y intéresser fait partie des nécessités. Alors parmi cela, il y a le pétrole et le gaz, et dans le pétrole-gaz, il y a la partie marine. Alors pourquoi je vais faire un focus là-dessus? Parce que c'est un objet de débat, c'est un objet d'interrogation à cause des accidents, c'est un objet d'interrogation à cause de la crise pétrolière actuelle. En conséquence, j'ai voulu, en 5 chapitres, vous donner quelques éléments d'analyse sur l'offshore pétrolier. Quand je dis l'offshore pétrolier, c'est pétrolier et gazier. Le premier, c'est quelques éléments de base. Aujourd'hui, c'est 30% de la production pétrolière mondiale et 27% de la production du gaz. Rappelez-vous, dans les crises comme la crise pétrolière d'aujourd'hui, les surplus de production sont aux alentours de 2 millions de barils par jour, c'est-à-dire 2%. Et ça fait une bagarre commerciale mondiale énorme, qui a des dimensions économiques incroyables. Eh bien, l'offshore, c'est 30% du pétrole. Ça veut dire tout simplement que l'économie mondiale actuelle ne peut pas se passer de l'offshore. On ne saurait pas le remplacer par autre chose aujourd'hui. Dans l'offshore, il y a ce qui est de faible profondeur, mais il y a aussi des grandes profondeurs, et je vous en parlerai un peu plus par la suite. C'est aujourd'hui une partie significative de la production offshore. C'est en tout cas 6% de la production mondiale de pétrole. Où est-ce qu'on le trouve? Pardon, je me trompe toujours de bouton. On le trouve, l'offshore, essentiellement dans les zones classiques, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, la mer du Nord, ça c'est là où ça a commencé, mais de plus en plus en Amérique latine, au large des côtes du Brésil, beaucoup. Et le gaz, on le trouve encore aujourd'hui dans la mer du Nord, même si ça décroît très rapidement. On en trouve de plus en plus au Moyen-Orient, l'Égypte, Israël, Chypre demain, et en Méditerranée orientale par ailleurs. Les ordres de grandeur des installations sont considérables. On parle de 17 000 plateformes pétrolières, dont à peu près 50% sont posées au fond de la mer, les autres sont flottantes. On parle de 400 nouveaux supports chaque année. Ça veut dire des investissements massifs, continus, et de 3400 forages en mer par an. Quand vous vous interrogez sur la justification de faire un forage ici ou là, il peut y avoir des raisons complètement pertinentes pour poser la question, mais n'oubliez jamais que derrière, il y a une industrie massive qui fore continuellement à l'échelle mondiale. La production de pétrole n'est pas le seul élément de l'activité maritime. Aujourd'hui, vous savez que l'essentiel du tonnage mondial de transport sur terre et le transport maritime, un tiers de ce tonnage sont des produits pétroliers, soit du brut, soit des produits raffinés. Et aujourd'hui, 25% des navires qui naviguent sur la mer sont des navires pétroliers. Donc une très grosse partie de l'activité de transport maritime, c'est le transport pétrolier. Et il est en croissance, en particulier pour le gaz naturel liquéfié et les produits raffinés, parce que de plus en plus, il y a une disparition d'un schéma de pensée antérieur consistant à dire on fait des raffineries localement, à proximité des marchés de carburant ou de plastique, et on transforme l'industrie du raffinage en une industrie mondialisée avec du transport des produits. Et c'est en accélération rapide.
Deuxième chapitre, l'histoire. L'offshore pétrolier a une histoire très longue. Et d'ailleurs, j'aime bien rappeler ça parce que lorsqu'on pense au développement d'aujourd'hui, sur des technologies nouvelles, les énergies renouvelables en mer par exemple, se rappeler l'histoire de l'offshore pétrolier et de ce qu'on a été, du temps qu'il a fallu, mais en même temps de ce qu'il a été possible de faire sur les décennies, ça laisse imaginer, de projeter ce que pourraient être les énergies renouvelables en mer dans les décennies à venir. Et vous allez voir qu'on est, en quelques décennies, capable de faire des choses de taille absolument gigantesque. L'offshore pétrolier en mer du Nord a réellement commencé en 1973, la première crise pétrolière, en relation avec la guerre en Israël, et a déclenché le développement d'installations pétrolières pour s'affranchir de plus en plus du Moyen-Orient, et en particulier en mer du Nord. Tous les gens de mon âge se souviennent des reportages sur l'installation de la plateforme Frigg, qui a commencé en 1978 à fonctionner et qui a arrêté sa production en 2004. Ça vous indique tout de suite l'ordre de grandeur de la durée de vie d'une installation pétrolière. Ça dure 25 à 30 ans. L'offshore profond est arrivé à la fin des années 90. La première grande plateforme flottante offshore profond dans le golfe de Guinée s'appelait Girasol en 2001, pour Elf à l'époque, Total aujourd'hui. Et la production pétrolière offshore, qui faisait que 3% de la production en 2008, a cru très considérablement en une dizaine d'années et atteint 6% de la production, comme je le disais tout à l'heure. Et alors, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ça, c'est un photomontage pour vous montrer la taille typique des installations pétrolières offshore. Ce sont des choses extrêmement grosses. Il y a un fond de ville derrière qui font des centaines de mètres de haut quand elles sont installées au fond de la mer. La dernière installation que nous avons inaugurée l'année dernière, en automne, s'appelle Passeflor, dans le golfe de Guinée. Le bateau fait à peu près 300 mètres de long, 70 mètres de large. Il a presque 20 étages. Il a une bouée de chargement pour les navires pétroliers. Il y a 1200 mètres d'eau. Et les installations au fond de la mer s'étalent sur une surface qui est à peu près comparable à Paris. Avec un nombre croissant, c'est le plus important qui ait jamais été fait pour le moment, d'installations qui sont installées au fond de la mer pour traiter le pétrole au fond de la mer, séparer l'eau, le réinjecter dans le sous-sol, pour éviter de remonter à la surface des choses qui va falloir réinjecter de toute façon. Et ces installations, avec tous ces pipes, ces têtes, ce sont à la fois des têtes de production, des têtes de réinjection de gaz pour maintenir la pression dans le réservoir, des têtes de réinjection de l'eau, parce que l'eau, quand on exploite du pétrole, on exploite en moyenne mondiale autant d'eau que de pétrole. Il faut la remettre dans le sous-sol, ce ne sont pas des eaux dont on peut faire quelque chose. Donc vous voyez que ce sont des installations extrêmement grosses qu'on ne savait pas faire dans les années 90. En 20 ans, moins de 20 ans, on a appris à faire ce genre d'installation. Ça, c'est ce que peut permettre de faire une activité industrielle mature, très technologique et qui est rentable. La difficulté pour faire la même chose sur les énergies renouvelables, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas rentables. C'est la rentabilité qui permet ce genre d'évolution. Parlons un peu du futur. Troisième chapitre. En fait, il y a des opportunités considérables. Le long des marges continentales, à proximité des côtes, bien sûr, c'est toujours plus facile d'exploiter à proximité des côtes. Dans des zones géographiques qui ont encore été très peu mises en exploitation, même si on sait qu'il y a du pétrole et du gaz dans ces zones-là, et peut-être plus tard dans l'offshore très profond, c'est-à-dire au-delà de 3000 mètres de profondeur. Ce développement est en cours. Aujourd'hui, il y a 28 milliards de barils équivalents de réserves connues, exploitables économiquement, qui sont en développement. Ça veut dire qu'on est en train de construire les installations pour les mettre en production dans le monde. Ça correspond à 210 milliards de dollars d'investissement. Ce sont des investissements très importants, mais simplement, on ne peut pas saisir ces opportunités si on ne dispose pas de nouvelles connaissances et de nouvelles technologies. J'entendais Daniel Nahon tout à l'heure dire « je crois beaucoup en la science ». En fait, il n'y a pas d'activité économique qui ne puisse se développer sans évolution technologique et sans progrès des connaissances.
Juste pour vous illustrer à quel point les choses ont évolué ces dernières années. Cette carte vous montre sur chaque point rouge des permis d'exploration qui ont été attribués par les États à des compagnies pétrolières, soit les compagnies d'État, soit les compagnies privées, en 1996. Voilà la carte identique en 2013. Vous voyez à quel point la possibilité de trouver du pétrole, ce sont des permis d'exploration. Ça veut dire qu'il n'y a pas de garantie qu'on va trouver quelque chose et pas non plus de garantie qu'on va pouvoir les développer économiquement pour les mettre en production. En gros, il va y avoir un dixième de ça qui va être mis en production. Mais cela dit bien qu'il y a la possibilité de trouver des ressources pétrolières le long de pratiquement toutes les marges continentales. Il y a des exceptions notables. Vous voyez que des côtes qui nous sont chères n'ont pas de ressources. Mais par contre, c'est un marché mondial, des exploitations mondiales qui se développent vraiment partout. Le long des marges continentales, on pensait avoir un bon schéma de ce qui pouvait se passer. Cela a été développé par le développement des connaissances des années 80-90 qui ont amené à la mise en exploitation des ressources offshore profondes, notamment dans le golfe de Guinée, dans le golfe du Mexique, etc. Où en gros, l'idée c'était que l'enfouissement de la matière organique apportée par les fleuves, le Congo, dans le bassin du Congo, etc., dans les canyons profonds des océans, étaient les réservoirs pétroliers de l'offshore profond. Au cours des dernières années, ces différentes représentations de coupes géologiques nous ont montré qu'on trouve des ressources pétrolières dans des sites tectoniques sédimentaires qui n'ont rien à voir avec ce schéma de canyon profond. Et il se trouve donc qu'on exploite en offshore aujourd'hui des zones géologiques dont on ne connaît pas l'histoire géologique, les mécanismes sédimentaires et tectoniques, les transformations géochimiques convenablement. Ça, c'est des exploitations qu'on appelle à risque, dans des zones qu'on ne comprend pas, mais où l'aventure pétrolière fait qu'on va voir par l'exploration sismique et on découvre des possibilités de réservoirs. Il faut inverser cette dynamique. Il faut commencer par comprendre. On n'arrêtera pas la dynamique d'exploration. Les enjeux économiques sont tellement énormes que ça va continuer d'avancer de cette façon-là. Mais il faut reprendre la main par les connaissances. La démarche que l'on a consisté à travailler avec les scientifiques, en particulier du CNRS, de l'IFREMER, et à cartographier les grandes questions scientifiques à aborder, de la tectonique au système sédimentaire, aux instabilités sédimentaires, parce que beaucoup de choses se passent de façon épisodique dans des instabilités, aux signaux, aux mécanismes géochimiques, aux signaux à l'écoulement des fluides qui font que se fabriquent des réservoirs pétroliers et qu'on peut éventuellement les détecter facilement, évidemment aux associations environnementales de tous ces phénomènes et de l'impact de l'exploitation. À partir de cette cartographie, on a choisi de rentrer dans un mode de travail qui consiste à faire des chantiers dans lesquels on allait étudier ces différents phénomènes de façon concomitante sur le même site géologique pour regarder leurs interactions. En fait, quand on regarde les décennies d'histoire des géosciences, il y a toujours eu des périodes et des laboratoires qui travaillaient sur des phénomènes particuliers en allant les explorer dans le monde sur les sites où ils étaient les mieux documentables, les mieux exprimés, et d'autres où on étudie des sites particuliers, où on regarde la complexité de l'interaction de tous les phénomènes. On a toujours eu ces alternances, plus ou moins simultanées, entre ces deux regards pour progresser dans les connaissances de géosciences. Là, on est rentré dans une période où on propose aux scientifiques d'étudier quelques chantiers, et en particulier un très gros chantier dans le golfe de Mozambique, dans lequel une très grande partie des phénomènes que j'ai listés précédemment se retrouvent simultanément. Et donc on a monté, avec le CNRS et l'IFREMER, des campagnes, et puis avec des labos européens, des grosses campagnes qu'on appelle Pamela, qui vont étudier cette zone chantier, qui est une zone pétrolière du futur. Donc c'est notre manière de reprendre la main scientifiquement, recomprendre, relancer la démarche permettant de comprendre les phénomènes qui sont sous-jacents à ces nouveaux sites. Deuxième élément, on parle souvent de l'Arctique, alors je vais vous donner quelques éléments. En ce qui concerne l'Arctique, il y a d'abord toujours deux lectures de l'Arctique. Il y a ce qui est au nord du cercle polaire, où il y a beaucoup de continents, et puis ce qu'il y a la mer Arctique.
Les chiffres dont je vous parle ici, c'est ce qu'il y a au nord du cercle polaire. Dans les ressources déjà découvertes, il y a 395 milliards de barils équivalent pétrole, c'est beaucoup. C'est à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, ce que l'homme a consommé depuis l'histoire du pétrole, c'est 1000 milliards de barils. Donc ce qui a été découvert, c'est un tiers de cela, pas encore mis en exploitation. Et puis pour ce qui reste à découvrir, alors là c'est forcément beaucoup plus incertain, ça dépend des méthodes de travail pour le faire. Nous, chez nous, on a des méthodologies d'évolution des bassins sédimentaires. On pense qu'il y a encore 200 milliards de barils équivalent pétrole à trouver. L'USGS, le Geological Survey américain, donc l'équivalent du BRGM aux États-Unis, utilise des méthodes beaucoup plus statistiques que nous. Nous, on regarde bassin par bassin de façon dynamique. Et ils sont beaucoup plus allants. Ils disent qu'il y a encore 412 milliards de barils équivalent pétrole. Là, c'est intéressant d'examiner derrière ces estimations quelle est la réalité des hypothèses, de la compréhension des mécanismes qui montrent des différences aussi importantes. Mais bon, c'est pour le futur, c'est normal que ça soit incertain. C'est essentiellement du gaz. C'est essentiellement du gaz. En fait, il faut avoir en tête que nous sommes rentrés depuis quelques années dans une période où la croissance de la production pétrolière d'huile est beaucoup plus faible qu'elle n'était, et l'essentiel, la croissance de la production des hydrocarbures, est portée par le gaz. Et ça devrait être le cas dans les années qui viennent. Ça pose des enjeux de risque. Il faut absolument maîtriser dans toute la chaîne de production et de transport les émissions de méthane, parce que c'est un gaz à effet de serre extrêmement puissant. Mais en même temps, il faut mieux avoir du gaz pour faire l'électricité que du charbon. Parce que dans une centrale électrique, cela émet 2 fois moins de gaz carbonique pour la même production de mégawattheure que le charbon. Donc, il y a un mouvement mondial pour augmenter l'utilisation du gaz dans la production électrique. C'est même comme cela que les États-Unis ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre ces dernières années, c'est en remplaçant du charbon par le gaz. Ceci dit, à l'échelle mondiale, ils ont juste contenté de vendre leur charbon à l'Allemagne, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et ça a même augmenté, je suis d'accord. Alors, pour imaginer la taille de ce qui est connu et de ce qui est à découvrir, voilà un zoom sur les eaux russes. Chaque zone assurée, ce sont des réservoirs de pétrole ou de gaz. Donc vous voyez en mer de Barents, en mer de Kara, sur la péninsule de Yamal, où vous avez des gigantesques réservoirs qui ne sont pas encore mis en exploitation. Ce ne sont pas des zones, pas toutes des zones où il y a des glaces de mer. Dans ces zones-là, il y a des glaces de mer épisodiques, mais il n'y a pas, même pas de glaces de mer saisonnières. Tandis que plus au nord, ici, il y a des glaces de mer saisonnières. C'est pas la même chose d'exploiter quand il y a des glaces de mer saisonnières, et c'est même pour beaucoup interdit d'exploiter du pétrole. Quand il y a des glaces de mer saisonnières, c'est beaucoup trop risqué en termes d'accidents potentiels. Ce ne sont pas des zones sympathiques, pas seulement du point de vue du climat, mais c'est aussi toutes ces petites zones-là, ce sont des dépôts de déchets nucléaires ou de sous-marins nucléaires russes. Il y a des endroits où il faut mieux pas aller. D'autre part, ce ne sont pas des zones dans lesquelles l'environnement est en... Ce n'est pas parce que c'est loin, que ce n'est pas très peuplé, que l'environnement est en bon état. Il y a des émissions de soufre extrêmement importantes et il y a des destructions de la biodiversité, sans compter qu'avec le réchauffement climatique, on voit de plus en plus des zones d'effondrement du permafrost importantes, qui peuvent avoir des cercles de plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Et par conséquent, ce sont des zones où n'importe quelle installation doit être conçue en fonction de ce type de transformation et en prenant particulièrement soin aux enjeux environnementaux. Installer des systèmes dans ce type de zone existe. Il y a déjà de la production pétrolière et gazière au nord du Canada, avec des installations qui ont des designs particuliers, par exemple tout ce qui est au fond de la mer et dans des dépressions pour les protéger des icebergs, parce que quand ce n'est pas très profond, ces icebergs arrivent à raboter le fond de la mer, donc il faut absolument enfouir toutes les installations. Il y a des systèmes de surveillance des icebergs à distance des installations, avec, lorsqu'ils arrivent à proximité, des navires spécialisés qui détournent les icebergs pour pas qu'ils rentrent en collision avec les installations. Donc ce ne sont pas des installations, il y a du savoir-faire, des technologies particulières, mais ce sont quand même des installations extrêmement compliquées à mettre en œuvre.
Et puis, il y a des enjeux géopolitiques. Des enjeux géopolitiques. Cette carte montre les revendications des États, Canada, Russie, États-Unis, etc., sur les zones arctiques. Vous voyez qu'il y a des revendications des États sur la totalité de l'Arctique. Alors, il faut toujours distinguer deux choses. Il y a les revendications des États qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a fait dans l'histoire. Par exemple, pendant la colonisation, on envoie un bateau, on plante un drapeau et on dit « ça appartient au roi de France ». C'est à peu près ça. Une petite différence, c'est qu'il n'y a pas de territoire, il faut planter le drapeau au fond de la mer. Mais il y a un deuxième aspect qui, lui, est légal, qui relève la Convention de Montego Bay, la Convention du droit de la mer, qui dit que les États peuvent réclamer une extension de leur zone économique exclusive, moyennant des justifications qui sont basées fondamentalement sur de la géophysique, des épaisseurs sédimentaires, de la continuité tectonique, et ils doivent pour cela constituer un dossier et le déposer auprès d'une autorité, l'autorité des droits de la mer, qui est à Kingston, en Jamaïque, et qui est constituée d'experts qui évaluent la justification. Évidemment, quand on s'étend sur un territoire, il y a du chevauchement qui apparaît. Et donc ces dossiers doivent être négociés préalablement à leur dépôt avec les voisins. Et donc il y a, à côté de ces revendications purement politiques, militaires ou égocentriques, des revendications qui sont conformes au droit de la mer, qui sont des dossiers qui ont été déposés par ces États pour faire des demandes d'extension des plateaux continentaux qui sont représentés ici, un petit peu plus loin vers la côte. La France fait ça, hein. La France a 10 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive et réclame en ce moment une extension d'1 million de kilomètres carrés sur la base de dossiers de ce type-là. Donc il y a deux éléments. L'essentiel des ressources pétrolières sont sur les plateaux continentaux. Nous ne savons pas très bien, l'USGS dit qu'il y en a plein dans la mer Arctique profonde, nous sommes beaucoup plus réservés sur cette hypothèse. Quatrième chapitre, les accidents. Il ne faut pas se cacher que des accidents en mer, ça existe et c'est inacceptable. Il y a eu, sur l'époque récente, au moins un accident majeur qui est Macondo, qui est la plateforme du Golfe du Mexique. Et puis nous en avons eu un qui était Elgin, en mer du Nord, il y a 2 ans, qui aurait pu être très grave, qui s'est bien passé, heureusement, mais ce sont des accidents qui ont des coûts humains, environnementaux et financiers très élevés. La première chose, c'est la sécurité. Vous savez, dans l'industrie, par toutes les industries, safety first, ce n'est pas un vain mot. C'est pas un vain mot. Il y a des activités que nous ne faisons pas parce que nous ne pouvons pas garantir la sécurité de nos salariés. La première chose que notre comité de direction fait tous les mois quand on se réunit, c'est de regarder les accidents, les presse-accidents, les sanctions qu'il faudrait mener, les changements de règles, les formations qu'il faut mettre en place. Et le discours de tous, c'est on doit arriver à ce que les gens rentrent chez eux dans des bonnes conditions de sécurité. Et donc, ce genre de coût est clairement inacceptable. Il n'y a pas de question. C'est inacceptable. La deuxième chose, c'est que ça se traduit par des marées noires. Et la marée noire du Golfe du Mexique a été la plus longue marée noire de l'histoire, plus longue en durée. Et en plus, c'était la première fois qu'il y avait une marée noire avec émission du pétrole sur le fond de la mer, en mer profonde. Ça a coûté cher à BP. Jusqu'à maintenant, ils ont payé 37 milliards de dollars d'amende par la justice américaine, et les procès aux civils ne sont pas terminés. Et les réclamations aux civils sont de 17 milliards de dollars. Je peux vous dire, si c'était arrivé à Total, Total aurait disparu. BP est plus gros que nous, ils ont réussi à gérer ça. Nous, on n'aurait pas pu. Donc c'est vraiment quelque chose pour une bêtise, pour des choses, des fautes qui ont été faites dans l'opération. Et par conséquent, il faut admettre qu'on peut avoir des accidents et ne pas dire « j'ai fait tout mon possible, il n'y en aura pas ». Le discours qu'on doit avoir en tête, c'est un accident est presque quelque chose qu'on doit considérer comme inévitable. Il faut non seulement minimiser les risques à plusieurs niveaux de barrières de sécurité successifs, mais être prêt pour en minimiser les conséquences. Dans le cas d'Elgin, ce que nous avons eu, c'est une fuite de gaz, heureusement pas au fond, mais à la surface, ici,
Et cette fuite de gaz, pendant les 24 premières heures, je connais très bien le directeur qui était en gestion, la gestion de la crise a été faite en mode automatique, au sens où les équipes sont formées, les processus sont mis en place, et ce qu'il faut faire est mis en place instantanément, extrêmement vite, et les réactions des gens sont très rapides. La plateforme a été évacuée en 1h30. Les autorités ont été averties dans l'heure, etc. Il y avait besoin ensuite d'agir. Il faut agir dans la durée, dans la gestion de la crise. La question consistait à savoir d'où ça venait. La production venait de réservoirs profonds. On ne savait pas d'où venait la fuite, donc il fallait colmater la production le plus près possible de la source. Mais en même temps, il fallait agir vite. Colmater près de la source, ça consiste à faire venir un rig, ce qui prend des semaines, et à faire un forage pour intercepter, là ce qu'on sait bien faire, c'est très sensible mais on sait le faire, pour boucher la production au plus près de la source. Mais agir vite, c'est aussi trouver des solutions d'urgence et en particulier faire venir une autre plateforme, la poser à proximité et injecter du ciment dans le puits par la tête du puits. On a choisi de faire les deux en même temps. Simplement, ça, c'est beaucoup plus rapide et on a réussi à arrêter la fuite par une injection de suffisamment de ciment dans le puits pour arrêter la fuite en 2 mois, dans des bonnes conditions de sécurité. Et puis après, tout ça étant sous contrôle des autorités publiques, la moindre action sur la plateforme était sous contrôle des autorités publiques. Et après, il faut chercher à comprendre. Et on s'est aperçu, on croyait que c'était un problème de géomécanique. Quand on pompe du pétrole, ça fait des déformations des couches sédimentaires. Et on se disait, tiens, peut-être que ça a écrasé le puits pétrolier. Maintenant, c'est un problème de corrosion. Et un problème de corrosion qu'on n'aurait pas imaginé. En fait, c'était une huile utilisée lors du forage qui se trouve avoir été utilisée sur un puits qui contenait des métaux et ça a fait un effet de pile. C'est con quand même, on aurait pu y penser. Hein? On n'est pas fiers. Mais bon, ça a été heureusement géré, etc. Et puis, il faut regarder les impacts environnementaux. Et là, ce n'est pas à nous de le faire. Bien sûr, on peut le faire, on sait le faire. Mais si c'est nous qui émettons ces données-là, ça ne sera absolument pas crédible. Et en conséquence, l'impact sur la qualité de l'air a été géré par les autorités publiques anglaises, ce sont des eaux anglaises, qui ont envoyé des avions, estimé le volume de la pollution atmosphérique, et c'est eux qui ont dit non, la pollution atmosphérique est dérisoire. Et la pollution dans la mer et l'impact sur la biodiversité, c'est Greenpeace Allemagne qui l'a fait, et qui a publié en disant, bon, c'est pas bien, mais l'impact environnemental, écosystémique, est très réduit. Donc ça, c'est l'approche transparente. En fait, toutes ces informations ont été disponibles au fur et à mesure sur des sites Internet accessibles à tous les publics de cette façon-là. Voilà le genre de logique dans lequel il faut être prêt. Mais pour la suite, il y a des démarches d'amélioration. C'est comme n'importe quelle activité industrielle. On ne peut pas imaginer qu'il n'y aura pas d'accident. On n'a pas le droit de ne pas en tirer des leçons pour la suite. Et donc nous en avons tiré des leçons, notamment une réévaluation complète de toutes nos installations, de la R&D pour améliorer la technologie, améliorer la connaissance des impacts environnementaux, les démarches de contrôle, etc. Des développements nouveaux, appuyés sur l'expérience, avec des nouvelles pratiques. En fait, on a même changé les normes pétrolières de façon à pouvoir faire cela. Et la transparence, en particulier avec toute la profession. Ce que nous avons fait, ce que nous avons vécu, est partagé avec toute la profession. Parce que les accidents, on n'en aura pas souvent, nous, heureusement. En tout cas, on essaye au maximum d'en avoir le plus. Mais à l'échelle de toute la profession, on en a plusieurs par an. Donc c'est là où on apprend tous ensemble. Voilà la logique. Et enfin, l'économie. Le dernier chapitre, l'économie. Très souvent, on me dit, la production pétrolière, ça doit dépendre de la profondeur d'eau. Ça va ? Ça dépend En réalité, c'est plus complexe que ça. C'est spécifique à chaque champ, parce que ça dépend de la nature de l'huile. Toutes les huiles n'ont pas la même productivité, la même valeur sur le marché. Il y en a qui sont plus ou moins soufrées, plus ou moins visqueuses, etc.
Ça dépend bien sûr de la profondeur, ça dépend de la taille du champ. Plus vous avez une petite installation pour un grand champ, ça va bien. Mais si vous avez la même installation pour un tout petit champ, vous ne trouvez pas de modèle économique pour l'amortir. Ça dépend du contexte. S'il y a des infrastructures qui existent, de l'État, des taxes. Vous savez, la production pétrolière, c'est à peu près entre 60 et 80% d'impôts à la source pour l'État producteur. Ce sont leurs ressources et c'est eux qui fixent les impôts à la source. Ça dépend de l'économie locale, la chaîne d'approvisionnement pour gérer le développement et la production, etc. Et ça dépend des prix, des services et des équipements, qui est dans un marché mondial, avec, quand il y a eu une période longue où le prix du baril est élevé, les prix sont élevés. C'est une logique de chaîne de valeur où les fournisseurs essayent de capter la valeur du système, donc ils augmentent leurs prix, et nous on vit avec des prix qui sont plus élevés qu'avant. Et dans l'inversion du prix du baril, toute cette chaîne de valeur s'inverse, ça met plusieurs années, où les prix baissent, les impôts baissent, de façon à ce que ça s'adapte au prix du baril qui est déterminé indépendamment de chaque production elle-même, par le marché mondial. Donc on est amené de toute façon à optimiser tout ça. Et dans la crise actuelle, ce dessin montre un petit peu les éléments du débat. La crise actuelle, c'est une guerre commerciale, où l'Arabie Saoudite dit « moi, je veux continuer à garder mes parts de marché, j'ai le prix de production le moins cher du monde, aux alentours de quelques dollars le baril, il n'y a aucune raison que je baisse ma production, c'est aux autres qui produisent plus cher de baisser leur production. » Et une guerre commerciale, ça met un peu de temps à s'ajuster. Les différents types de production dépendent de leur histoire, dépendent de la nature de l'huile, dépendent du pays d'origine, et ça peut aller de prix aujourd'hui aux alentours de 30 dollars le baril, jusqu'à des choses comme la production en Arctique, aux alentours de 80-90 dollars le baril. La logique économique voudrait que lorsqu'il y a surproduction, les installations les plus chères s'arrêtent les premières. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que ça dépend de la nature économique du système. Par exemple, la production d'huile de schiste américaine est hedgée, ça veut dire qu'elle est vendue à terme, et en plus investie sur de l'emprunt. Et l'emprunt ne vaut rien du tout aujourd'hui. Donc il faut regarder non seulement le coût de production, mais il faut regarder tout le modèle économique des entreprises, ce qui rend les choses un peu compliquées à suivre. En ce qui concerne l'offshore, l'offshore classique, faible profondeur, est là. L'offshore profond est là. Ce ne sont pas les productions les plus chères. Mais chaque installation, je vous l'ai dit, a des prix différents, et vous voyez que les fourchettes de prix sont très considérables. Donc ce qui va s'arrêter, ce sont celles qui ont les prix les plus élevés. Mais pas des investissements en cours. Quand vous avez déjà commencé un investissement, vous le finissez. Sinon, vous perdez complètement l'argent. Et par conséquent, c'est dans une dynamique qui a nécessairement plusieurs années de latence. Pour le moment, ce qui est investi va rentrer en fonctionnement dans 5 ans, et ces investissements vont se poursuivre. Ce qui s'arrête, c'est soit les investissements qui ont des durées de vie courtes. Par exemple, on réinvestit tous les ans dans un champ pétrolier pour améliorer un peu la production. Ça s'arrête déjà. Et ce qui s'arrête, c'est le lancement d'investissements nouveaux pour dans 5 ans. Et quand on a une crise pétrolière, il faut plusieurs années pour que ça s'ajuste, mais on crée le problème suivant. Parce qu'on n'a pas fait les investissements pour remplacer les productions existantes, et après, on crée les conditions économiques pour avoir une sous-production par rapport à la demande. Et donc, c'est intrinsèquement volatile et fluctuant. C'est pour ça qu'il y a eu 5 crises pétrolières, sans compter qu'il y a des dimensions géopolitiques sous-jacentes. Les États-Unis sont contents de faire la nique à la Russie et l'Arabie Saoudite à l'Iran, évidemment. Mais fondamentalement, les éléments économiques de cette activité sont essentiellement fluctuants. Voilà pour finir. C'est une exploitation, l'offshore pétrolier, dont l'économie mondiale ne pourrait pas se passer aujourd'hui, qui a un potentiel important, donc qui va continuer à croître dans les années à venir. Après, c'est difficile de faire l'histoire. La maîtrise de sécurité humaine et environnementale, et la maîtrise des coûts sont des éléments essentiels de cette industrie. Et comme en France, il y a une industrie, c'est pas que Total, c'est Technip, Vallourec, Bolloré, etc., qui sont des acteurs mondiaux sur cette industrie offshore. On a des industries performantes, sans compter que
depuis toujours, depuis 40 ans maintenant. Il y a toujours eu une R&D en France autour de ces problématiques offshore très performantes qui fait que ça fait partie de l'économie française. Merci. Merci beaucoup Jean-François Minster. Ce que je propose, c'est j'espère qu'il va rester un petit peu